Donc en général, on les amène, les animaux, ou oui. les chercher? Ça dépend, il y a les pompiers, il y a les vétérinaires. Principalement, les gens nous les amènent, on leur fait remplir un papier parce qu'il faut que ça rentre dans un registre. Les animaux, là, sont apportés principalement par les gens. Ou après, oui, ça va être des services publics comme les pompiers. Souvent, ça va être... alors, les pompiers, ça va être surtout les grosses bêtes, comme les buses, les brisées. Les aigles, les gros rapaces. Et puis après, il peut organiser certains covoiturages ou quoi que ce soit. Quand les gens n'ont pas la possibilité de se déplacer. Nous, on fait appel à Facebook. On dit, voilà, on a besoin d'un transport à tel endroit jusqu'à Combreux. Est-ce que les gens, il y a quelqu'un disponible qui fait le covoiturage? Et ça se passe. Il y a des espèces qu'on relâche là où ils ont été trouvés. Quand on peut. Typiquement une buse, il y a quelques mois qu'on a trouvé, c'est la pleine période où ils sont en couple, donc ils ont leur territoire. Quand on l'a relâché du côté de Montargis, tout de suite on l'a vu tourner parce qu'il savait très bien où il était. Très bien où il allait. C'était un vol magnifique, d'ailleurs c'est très beau à voir. On peut pas les mettre avec d'autres chouettes, d'autres hiboux. C'est impossible, elles vont se battre, donc vaut mieux les séparer et les laisser vraiment dans leur élément. Certaines oui. Certaines oui. C'est magnifique. Les rapaces, c'est magnifique. Cette volière-là, principalement, ça va être les diurnes. Donc uniquement ceux qui vivent la journée, on va pas mélanger les nocturnes et les diurnes. Alors, vous en voyez pas, mais derrière la planche, là-bas, il y en a peut-être facilement 8 ou 9. De comme derrière la grosse planche. Et donc là, vous avez des grands individus, il doit en avoir une vingtaine, là. Donc on va avoir de la buse principalement, et on va avoir Condré apivore, il me semble. Là, on va avoir plusieurs espèces. Et on va avoir un hibou des marais qui doit se cacher dans le lot. Et après, vous avez, alors moi, c'est ce que j'appelle la volière dans la volière. Certains animaux qui ont besoin qu'on aille les voir régulièrement, en fait, pour éviter que ça se retrouve dans le labo, le bruit ou quoi que ce soit, on va les mettre avec leurs congénères. Mais on évite de les attraper à chaque fois. Donc, sous surveillance, cette volière-là. Une de nos plus grosses volières. Alors là, ils vont rester combien de temps à peu près en moyenne? En moyenne, un individu comme ça, on va dire s'il arrive bébé et qu'il n'est pas blessé ou quoi que ce soit, ça va dépendre quand on va l'avoir. On ne va pas le libérer en plein hiver. Il y a très peu de nourriture, le bébé ne sait pas forcément chasser. On va le libérer quand c'est le pic, un peu après le printemps, où on est sûr que ça foisonne de vie et on leur donne toutes leurs chances. Un accidenté, donc par exemple un adulte qui vient, on va être plus susceptible de le libérer un peu les saisons. Parce qu'on part du principe qu'il s'est déjà chassé, il a peut-être déjà un territoire, donc il sait comment faire. Il a peut-être déjà été en couple, donc il sait se débrouiller dans la nature. Donc là, ça va dépendre, c'est au cas par cas. Et comment vous faites sur les soins? Il y a des animaux qui sont blessés. Le vétérinaire qui vient, comment ça se passe? Alors, principalement, il peut arriver que le vétérinaire, quand on a besoin de lui, se déplace. Mais souvent, c'est nous qui allons à son cabinet. On emprunte son imagerie médicale. On fait souvent tout ce qui va être radio ou quoi que ce soit. Si on détecte une fracture, est-ce que lui va pouvoir susceptible de l'opérer ou pas? Est-ce qu'on met une broche ou pas? Et après, c'est au cas par cas. Donc, est-ce qu'il a besoin d'antibiotiques? Est-ce qu'il va avoir besoin, donc plaie ouverte, donc forcément antibiotiques. On va avoir, donc après, on va avoir tout ce qu'il faut ici pour faire les premiers soins. Voilà. Il faut quand même avoir donc, au départ une compétence quand même. Ça s'improvise pas, quoi. Voilà. Alors, de base, faut avoir un certificat de capacité. D'accord. C'est obligatoire.
Et de là, on a une autorisation d'ouverture. Et après, normalement, on peut ouvrir un centre de soins, mais chaque certificat de capacité vous donne droit à une espèce. Donc en fait, il faut en passer plusieurs. Donc là, actuellement, vous voyez, pour chaque animal que vous voyez là, il faut un certificat de capacité pour chaque espèce. Ça demande du temps, des longs dossiers et beaucoup de courage. Malheureusement, en fait, il n'existe pas de formation pour la faune sauvage. C'était ma question suivante. Ça n'existe pas. Donc en fait, tout simplement, on voyage de centre en centre pour apprendre sur le tas, comment on fait. Tiens, lui, il fait tel protocole, tout ça. Et on va apprendre comme ça. Donc sur la vingtaine de bénévoles, il y en a combien qui administrent les soins? Tous? Non. On va avoir principalement Corinne Larivière-Montant qui a les certificats de capacité. Et après, c'est elle qui va nous dire, lui, il a besoin de tel antibio, celui-là. Et puis, bien sûr, on va être secondé par un vétérinaire. Donc, on a 3 vétérinaires référents. Et donc, du coup, c'est eux qui vont nous dire, tiens, lui, il faudrait lui donner ça. Tiens, lui, on évite ça. Ou quand on a des doutes ou quoi que ce soit. Voilà. Là, c'est vraiment le pur médical. C'est les vétérinaires, mais tout ce qui va être le maintien de l'animal ou quoi que ce soit en centre, ça va être nous. C'est notre job. Il y a des gens compétents sur l'ensemble des animaux sauvages qu'on peut trouver sur le territoire. Oui. À peu près sur tout. Ah oui, on va avoir, Corinne, elle est détenteur de 40, je crois, capacités d'espèces. Mais après, on peut en avoir des centaines, des milliers. Tout dépend de ce qu'on veut apprendre, de là où on va aller. Tout dépend de quel département on va aller. Par exemple, est-ce que passer un certificat de capacité pour un faucon pèlerin, est-ce que c'est utile? C'est plus dans les montagnes, donc je vois pas trop l'intérêt, mais ça peut être un atout aussi. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Par exemple, je sais pas, on va être peut-être plus naturellement porté sur certaines espèces. Bon, là, moi j'adore les rapaces, donc je suis servi. Mais je pense par exemple les reptiles. Il y a des capacités par exemple sur le serpent, je sais pas moi, la couleuvre, machin, le truc. Eh ben il faudrait, oui. Mais malheureusement, dans le Loiret, il n'y en a pas. Voilà. Le hérisson, on a. Les hérissons, c'est catastrophe. Actuellement, dans le Loiret, mis à part Corinne, il n'y a personne d'autre. C'est ça. Il n'y a pas d'autres centres de soins. C'est fragile. C'est ça. On pose sur une personne. Ah oui, c'est exactement ça. Et encore, on brasse certains départements, comme le 28, le 77, le 91 en partie. On a eu des cas il n'y a pas longtemps avec des martinets. On a un peu de 41 et qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Je crois qu'on avait du château. Les gens s'intéressent de plus en plus à la faune sauvage, tout ça. Même on le voit, nos bénévoles sont extrêmement jeunes la plupart. Ils viennent de plus en plus. Et puis maintenant, en fait, on est en train de se rendre compte que c'est un véritable besoin. Ce sont toutes des espèces protégées, à part les pigeons ou ceux qui sont classés en exode, mais sinon, en soi, elles sont toutes protégées. C'est pour ça que quand on est un rapace, une chouette effraie ou quoi que ce soit, si on se dit on libère une femelle. Pardon, mais Jean, je vous écoute, mais je suis fasciné quand même. Ah bah oui. J'ai l'impression qu'elles écoutent. Là, je suis fasciné, on a l'impression qu'elles écoutent et ça ne bouge pas d'un poil. Voilà, au-dessus de la cabane. Il y en a 3. Alors, il faudrait baisser la tête et puis qu'elle remonte la menace. Voilà. Là, on va les mers, une petite corneille.
Là ici, ce sont encore des merles. Donc fracture principalement ici. C'est pour ça qu'elle se cachait, en fait le but c'est vraiment de les isoler, de couper qu'elle se laisse. Un rouge-gorge. Voilà. Et là après on va rentrer dans les volières, donc là ça va être du moineau ou de la mésange. Et là vous voyez encore un rouge-gorge. Notre but, c'est ce qu'on faisait avant, on s'est déplacé dans les écoles pour sensibiliser le public. Donc à base de documentation, d'explications. Moi je suis en train de préparer par exemple des maquettes en 3D, en impression 3D, sur comment, parce que on est là, on est je crois le seul centre de France à faire de la greffe de plumes sur les martinets. Et en théorie, par exemple, on a un centre de Suisse qui va venir ici se former peut-être cet été. Montrer typiquement le type de nichoir, un nichoir à martinet qui est très spécifique. Vous en avez dans votre commune. Sur certains bâtiments, il y a eu des travaux qui ont posé problème. Voilà, suivant des nichoirs à passereau, des nichoirs à chevêche et par exemple des nichoirs de balcon qu'on peut poser sur le bord d'un balcon. Donc voilà, c'est aussi une activité qu'on aimerait plus développer et qu'on ne peut pas se permettre de développer parce qu'on n'a pas de personnel. C'est important pour nous de sensibiliser, surtout à notre époque où on sent bien qu'il y a un changement de génération, où on est plus impliqué sur tout ce qui est environnement, etc. Bon, moi je le vois très bien, j'ai une fille qui a 6 ans, ma plus grande, donc à son école elle parle énormément du sang. Ils ne se nourrissent jamais seuls, puisque bien un jour de leur départ, il faut les prendre un pareil, on en a 40. Les martinets noirs, donc vous en avez beaucoup à Olivet, au niveau de la mairie d'Olivet? Là ce sont des bébés. Hein. On en a un. Je vais vous montrer après la beauté qu'il a. Là il reste comme ça. Ah non, ah oui, bah là oui, ils ne peuvent pas voler. particularité- C'est un oiseau qui ne vole pas, qui ne peut voler. C'est un oiseau d'espace. C'est qu'on a l'impression qu'il a les pattes cassées, les gens le trouvent comme ça. Nanapodilé. On a l'impression qu'il ne sait pas marcher. En fait, c'est parce qu'il C'est n'a pas besoin de nourrissage, marcher. c'est pour ça que je les dérange, on les prend pour les nourrir. Il passe sa vie en vol. Donc, il a les pattes extrêmement crochues et qui Par exemple, celui-ci commence à ressembler à un martinet, mais ses ailes vont arriver jusqu'ici. C'est d'une beauté, je vais vous en montrer Un grand. Les ailes un grand. grandes pour voler, c'est ça. Et ça ne se nourrit, ça ne se pose jamais de toute sa vie, jamais. C'est tout en vol. Ils vont avoir des défauts dans leurs plumes. Donc là, deux choix, soit on attend 1 an pour les relâcher, soit on les emmène des fois jusqu'en Espagne pour les relâcher, pour leur donner en fait qu'ils passent une chaîne de montagne et que les conditions météo soient meilleures pour qu'ils puissent aller jusqu'en Afrique, soit greffe de plumes. Donc, et alors attention, greffe de plumes, il faut la plume qui va au bon endroit, du bon côté, c'est toute une affaire. Voilà. Et aussi, on récupère beaucoup de martinets en fin de saison, donc on va dire vers septembre-octobre, d'autres centres de soins, parce qu'il y a beaucoup d'autres centres de soins Qui ne les gardent pas, ils qui sont ne veulent pas les garder, d'office. parce que c'est énormément de travail. Ils mangent principalement des grillons, et le coût du grillon au kilo, c'est 55 € hors taxe. voilà. Donc c'est très très cher comme nourriture par rapport aux autres. 888 relâchés, 77% de réussite, avec un taux national de 38%. Alors, il s'explique par deux choses. Corinne, ici, est plutôt... Non, mais il faut être... Elle va jamais le dire, c'est pour ça qu'on le dit à sa place. Elle a une maîtrise du sujet et ultra importante. Quand on se balade dans les autres centres de soins, si on dit Corinne la rivière d'antan, on dit « Bah oui, elle m'a formé ». Et aussi parce qu'on a beaucoup de juvéniles. Et mine de rien, on a plus de réussite sur les juvéniles que des adultes qui viennent avec un choc. Donc quand on met ici plus 20% d'accueil, c'est la réalité, c'est que chaque année en moyenne, on a plus 20% d'animaux. Pour autant, on n'a pas plus 20% de bénévoles, on n'a pas plus 20% de moyens. Et au contraire, les bénévoles descendent et les moyens ne diminuent pas, ils sont plutôt stables. Cependant, cette année, l'augmentation des produits vétérinaires et d'alimentation est énorme. Même si on a renégocié un contrat sur les poussins et qu'on a le tarif le plus bas au niveau national, c'est quand même énorme. Alors la partie la plus importante, c'est 6 000 médiations, 24 000 SMS, 18 000 appels. 18 000 appels. D'après vous, combien il y a de personnes qui répondent à ça? Ah, vous? Eh ben non, il n'y a que Corinne.
Voilà. Ça te commence à te dire très 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 vite. C'est ce qui, Prenez 18 000 appels Oui, dans l'année. oui. Ça représente à peu près en moyenne, en ce moment, un peu plus de 100 Ça va appels par en jour. question des services civiques, des stagiaires, de tout le monde, donc c'est très très beau. C'est Voilà, votre temps au téléphone, quoi. Énormément. Alors là, on a de la chance, on n'est pas à l'intérieur, parce que si on est à l'intérieur, les téléphones sonnent tout le temps. Et donc, Corinne, elle est plus Toutes les disponible. 30 secondes à peu près. Quand on fait même nos réunions régulièrement, on a interrompu énormément. Et parce là, que il y a le vraiment téléphone besoin, sonne. c'est plus possible. C'est pour ça que le protocole d'ailleurs, c'est on n'envoie que des SMS parce que on part du principe que le SMS c'est direct, c'est bref, c'est précis. Nous, ça nous permet de gagner Voilà. du temps. On demande aux gens de nous envoyer nom, prénom, une photo J'essaie et de puis voir leur en adresse. français. Comme ça, on peut des fois les adresser directement à notre vétérinaire. Donc, si c'est plus proche, on peut tout de suite enclencher des rapatriements. Voilà. Et Donc, vous n'avez que des bénévoles, ou vous avez quand même quelques personnes qui sont salariées? aucun salarié. Aucun salarié. On a C'est qu'un seul bien service le civique. problème.